Salut tout le monde. Là j'ai mon onduleur qui s'est mis en défaut batterie depuis quelques jours, donc il arrête pas de me biper à peu près une fois par jour avec un son vraiment très strident, donc pour signaler que sa batterie est défaillante. Donc j'en ai commandé une nouvelle. Je l'ai reçue, donc je vais profiter pour vous montrer un petit peu ce que je fais quand j'ai des batteries. Donc mon onduleur c'est un APC BR900, donc j'ai acheté évidemment une batterie officielle. Et on a la référence de la batterie ici, APC, RBC 1, 2, 3. En général, j'essaie de décoder un peu les codes barres parce que moi-même, on manipule des batteries au travail, mais c'est des batteries au lithium. Donc en général, les numéros de série contiennent toujours les dates. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un 2508. Hein, donc après, là, je ne sais pas trop, peut-être le numéro de l'eau. Mais c'est possible du coup que ça soit l'année 2025 et huitième semaine. À savoir que les batteries, nous, pour prendre l'exemple des codages qu'on a nous sur mon lieu de travail, c'est donc souvent c'est l'année et le jour. Donc c'est-à-dire sur trois chiffres. Donc ça peut être par exemple 25, 125, ça veut dire donc 125e jour de 2025. Ou alors parfois c'est comme ici, c'est l'année et la semaine. Donc on va déballer tout ça. Et puis ce que je veux faire aussi, c'est de vérifier, parce que maintenant je le fais tout le temps sur ce genre de batterie, c'est que je vérifie et je me le note dans un coin l'ESR, enfin, l'ESR de la batterie, enfin plutôt l'IR, l'ESR c'est équivalent de serial résistance, donc c'est pas trop ça, ça c'est plus pour les condensateurs, je me suis trompé dans le terme, c'est plutôt le IR, donc l'internal résistance, c'est-à-dire la résistance interne de la batterie que je vous avais expliqué déjà dans la vidéo concernant les batteries au lithium, etc. Donc on va déballer le carton. Alors là c'est un truc que je fais jamais d'habitude en filmant, mais bon, on va changer un peu. Voilà, bon là du coup il y a pas mal de docks. Donc voilà, et moi je possède. Donc c'est un changement à chaud normalement, voilà, c'est comme ça. Sur le mien, c'est comme ça en fait. Il faut que j'ouvre le capot en dessous, que j'enlève l'ancienne et que je réinsère. Voilà, que j'enlève l'ancienne et que je réinsère la nouvelle et que je ferme le capot. Et c'est des changements à chaud. Donc il n'y a pas besoin d'éteindre l'onduleur, mais bon, comme il faut que je le sorte du meuble où il est, etc., c'est un peu le bazar. Backup, voilà, là c'est le 900 que j'ai moi. Voilà. Donc voilà, bon, on va regarder. Ah, alors ça c'est très intéressant parce que je l'ai déjà eu sur ma précédente, c'est le ticket de test. Donc on va savoir la date exacte de quand la batterie a été vérifiée en usine. Alors ça m'embête si c'est bien 2025 08, parce que 08 ça veut dire 8e semaine, donc ça veut dire autour de février. Donc on va regarder en détail si on a quelque chose de plus sur l'espèce de petit ticket qui est imprimé par... donc voilà, donc le ticket qui date donc février 2025, donc 21 février, donc ça doit bien concorder à la 8e semaine, je pense que 8e semaine c'est bien fin février. Là j'ai l'heure, donc ils l'ont fait à midi 17. Hein. Et puis bon voilà, il y a l'opérateur, le numéro de série. Et effectivement, il y a bien un petit coup de stylo de la signature de la personne qui l'a vérifié au niveau du contrôle qualité. Donc voilà, j'ai rien d'autre de plus. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas les valeurs, mais j'aurais bien aimé savoir notamment la valeur de la résistance interne, parce que moi je vais pouvoir la mesurer, et puis j'aurais pu comparer, parce que là on est quand même quasiment à un an de stockage, donc je suis pas très fan hein, quand c'est ça. J'aime bien avoir des batteries qui sont pas trop anciennes, hein. Les plombs et les lithiums, c'est quand même sujet à de l'usure chimique, même sans usage. Donc voilà, donc là on voit les deux cosses. Alors je vais prendre le gros multimètre. Et déjà on va regarder le voltage à vide, parce qu'effectivement s'il a été, je pense, stocké depuis tout ce temps-là, donc c'est, petite information, on voit, c'est bien deux batteries qu'il y a dedans. Et c'est des batteries d'ailleurs c'est marqué, voilà. Donc c'est deux batteries de 12 volts. Et ce qui fait, comme elles sont en série, à travers des câbles qu'on voit peut-être un peu dans le fond.
ouais, c'est un peu difficile, mais on voit qu'il y a des câbles en fait qui mettent tout simplement les cosses des batteries en série et qui permettent justement d'avoir à travers les deux batteries la somme de 2 fois 12 volts, donc 24 volts. Donc on va vérifier déjà, alors je ne sais pas lequel est le plus et le moins. Bon, je vais y aller au hasard. Hop, voilà, en faisant gaffe surtout de ne surtout pas toucher les deux cosses parce que alors là ça va être la catastrophe. Voilà, bon, là, je suis en négatif, donc c'est-à-dire que le plus il est en haut, donc du côté rouge, c'est ça, côté rouge, et côté vert c'est le moins. Bon, je vais rester comme ça. Voilà, donc je vais mettre le auto hold. Hop. Voilà, donc ce multimètre là il a une fonction d'auto hold en fait, dès qu'il détecte un échantillonnage correct, il se verrouille, et ce qui permet d'enchaîner des mesures et de laisser l'écran allumé. Et son petit frère là aussi. Voilà, donc là on a 25 volts 68,2. Ce coup-ci on va prendre la petite Texas et pas la grosse HP pour juste faire la division par deux. Et malheureusement j'ai pas accès en fait aux COS, donc je sais pas comment elles sont équilibrées. Est-ce qu'il y en a une qui est un peu plus chargée que l'autre? J'en ai aucune idée du coup. Donc je vais pas aller démonter la batterie sachant qu'elle est neuve pour vérifier ça. Donc on est à 12,8, enfin 12,85 on va dire par bloc, normalement si elles sont bien équilibrées, donc c'est plutôt bien pour un stockage si long. C'est-à-dire que les cellules, je pense qu'elles sont encore bonnes. Alors pour mesurer la résistance interne, alors malheureusement il n'y a aucun multimètre standard qui fait ça, il faut vraiment des multimètres spécifiques. Donc j'utilisais celui-là, donc un Vapsel YR1030 qui est plutôt connu. Il y a pas mal de contrefaçons d'ailleurs de ce modèle-là, donc on voit qu'il démarre en chinois. Et il est plutôt précis au niveau des valeurs, parce que je me suis aperçu d'ailleurs que ça fait aussi ohmmètre, hein, donc on peut tester des résistances, et ce qui m'a permis de le comparer avec lui. Et j'ai vu qu'il était plutôt bien calé au niveau des valeurs. Et depuis, j'ai racheté un peu plus perfectionné, d'une marque que je ne suis pas spécialement fan, hein, mais bon, ils font des fois des bons trucs, mais comme d'habitude, la partie logicielle, elle est un peu pourrie. Donc vous avez déjà dû voir, hein, FNRSI. Voilà. Donc ce modèle-là en particulier fonctionne plutôt bien. J'ai pas trop de bugs avec. J'ai pas non plus de problème d'auto-décharge. Parce que ça, c'est un truc que je fais la chasse aussi aux appareils qui se déchargent tout seuls quand on les utilise pas. Parce que là, il n'y a aucun contact mécanique. C'est que des boutons en numérique. Donc en fait, il se met en veille prolongée en gros quand on l'éteint. Et ce que je vais faire, du coup, je vais utiliser celui-là pour mesurer, on ne voit plus là, voilà, pour mesurer sa résistance interne. Et par sécurité, si j'arrive à trouver quelque chose qui fera l'affaire. Et ben non, voici peut-être ça. Je vais regarder, comme ça je vais isoler les deux cosses. Donc le moins, elle dit que c'est le côté rouge, voilà. Donc là comme ça, je vais pouvoir pincer. Donc pour vous montrer avant, je vais pincer les deux pinces ensemble. Voilà, donc on a bien 0,00 milliohm, donc on descend en dessous du milliohm, parce que le milliohm est là, donc on est au micro-ohm en fait. Et elles sont plutôt bien calibrées, sachant qu'on peut recalibrer l'appareil dans les menus, donc ça c'est plutôt pas mal pour les refaire avec un multimètre quand même qui est très précis, sinon ça sert à rien. Et c'est un système de mesure, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un système de mesure à 4 fils. Donc, et là c'est des pinces qui sont appelées Kelvin, donc on voit en fait les 4 fils. Donc on voit un fil blanc et un fil noir ici, et ici on voit un fil vert et un fil rouge. Voilà, donc chaque côté de la pince en fait a un fil différent qui lui arrive dessus. Idem côté noir, donc du coup on a 4 fils. Et pour résumer en gros, c'est qu'il y a deux, je ne sais pas lesquels c'est, mais il y en a deux qui envoient le signal et il y en a deux qui récupèrent en fait la lecture, ce qui permet d'éviter les chutes en fait qu'il y a dans le câble 0,0. Donc je vais y aller super doucement pour éviter surtout quand je brancherai la deuxième, pour éviter de toucher l'écosse. Voilà, donc là je suis bien sur le moins. Et là, l'isolation est plutôt bien parce qu'on n'a rien qui peut arriver ici. Donc là, je vais avoir une mesure qui devrait être propre.
Voilà. Et ben du coup on a 40. Bon, je vais bloquer. Non, ça c'est l'orange. Le bleu. Voilà. Voilà. Donc là j'ai bloqué, puis comme ça je vais pouvoir le débrancher et regarder l'écran plus facilement. Donc j'ai 40, on va dire 44 milliohms de valeur. On retrouve, alors là pour vous montrer que ces multimètres là, moi ça me fait rigoler, mais ces multimètres là qui ont autant de précision que celui-là au niveau des chiffres, on voit que bah, ils sont pas calibrés. Alors je me suis pas amusé à le calibrer parce que bon l'erreur elle n'est pas non plus énorme, mais voilà, il faut toujours se méfier des multimètres qui ont trop de chiffres après la virgule quand vous n'avez pas de certificat qui est fourni avec, parce qu'on ne peut pas se fier au niveau de la précision. Donc là on voit que bah, du coup il se décale au deuxième chiffre après la virgule. Donc le troisième du coup est complètement incorrect, donc il ne faut pas du tout s'y fier. Voilà donc pour la petite première partie de la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire la suite après avoir démonté l'autre. Je pense qu'elle sera dans un sale état, parce que l'autre elle date de 2019, donc en 2025, donc ça va faire 5, 6 ans en gros qu'elle est dans l'onduleur, donc ça ne m'étonne pas que l'application râle et puis l'onduleur bip. Voilà, bah, je vous dis à tout à l'heure. Bien, je reprends la vidéo que j'avais commencé tout à l'heure après le changement de la batterie. Donc j'ai fait d'autres choses entre temps. Donc la batterie, je l'ai mesurée quand je l'ai sortie de l'onduleur. Donc elle faisait 27,19, donc à 16h51, c'est l'heure où j'avais noté la mesure. Alors déjà, le premier petit truc que je m'attendais à voir en la démontant, c'est que je pensais qu'elle allait peut-être donner des signes de gonflement. Mais avec les autocollants, on ne voit pas. Donc je vais démonter la batterie tout à l'heure pour regarder en détail. Et là, en tout cas, sur les côtés, on ne voit pas trop, ni en dessous. Donc a priori, rien d'anormal. Alors pour reprendre un petit peu le codage de celle-là, donc on voit, c'est 1941, donc celle-là, elle date de 2019 et 41e semaine de 2019. Donc voilà. Ça permet de savoir qu'en fait elle m'a duré que 5 ans au final. Je pensais que c'était un peu plus que ça. Mais c'est encore une fois parce que je l'ai commandé un peu après et je l'ai reçu, je sais plus, il faudrait que je regarde les factures, mais je l'ai reçu bien après en fait la date de fabrication. Donc voilà, du coup je pense que j'ai peut-être perdu un an sur la batterie, je sais pas trop, et ça va être possible que je vais avoir le même phénomène sur celle que j'ai installée tout à l'heure. Donc là, bah, pour l'instant, l'onduleur, il fait plus de défaut, en tout cas quand j'ai fait l'autotest. Par contre, bah, là, il grésille un peu, mais je pense que c'est parce qu'elle est en train de charger. Alors pour rappel ou pour information, pour ceux qui ne connaissent pas trop les batteries, la meilleure source d'information, c'est les petits chargeurs en fait de ce type-là, donc que j'avais déjà présenté aussi. Les chargeurs de modélisme que j'utilise moi pour ma voiture télécommandée, puis d'autres bricoles. Et en fait, c'est pas forcément le chargeur en lui-même qui est intéressant pour le coup. Pour changer, c'est tout bêtement le PDF qu'on peut télécharger, par exemple de celui-là, le Q6 Nano. Et dans le PDF, en fait, vous avez les tableaux de toutes les valeurs de voltage, tout type de batterie. Et en l'occurrence, là, si je tourne ma tête sur l'ordinateur, donc les batteries au plomb, c'est 2 volts par cellule. Je vais le noter comme ça, on va l'avoir sous la main. Ça, c'est la batterie de tout à l'heure. Je l'ai noté comme ça pour mémoire, comme ça on pourra comparer avec celle-là. Donc 2 volts par cellule nominale. Et 2,40 quand c'est plein. Chargé. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on peut en déduire déjà, bah, tout bêtement, moi j'aime bien prendre aussi un peu l'exemple des voitures thermiques. Hein. Je ne parle pas des voitures à pile, évidemment. Donc des voitures thermiques, la batterie de démarrage, donc en fait on dit que c'est une batterie de 12 volts, bah, effectivement comme il y a 6 cellules, on voit d'ailleurs à travers les bouchons, même si maintenant il n'y a plus d'entretien ni de remplissage à faire, on voit quand même qu'il y a des bouchons, donc on voit bien qu'il y a 6 fois 2, donc on retrouve bien les fameux 12 volts hein, qu'on entend toujours parler. Et si on fait la même chose, donc quand c'est plein, hop, et ben en fait on retrouve, ça fait 14,4 quoi.
Donc ça, je pense que c'est des valeurs qui doivent parler à certains d'entre vous, hein, ceux qui font un peu d'automobile. L'alternateur est censé débiter 14,4 en fait, ce qui correspond au final à l'entièreté de la batterie chargée en fait. Voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails des normes parce que bon, il y a quelques couacs sur les normes Euro 5 ou Euro 6, je ne sais plus trop. Bref, voilà. Du coup, on va prendre ça en référence. Donc la mienne, quand je l'ai reçue, donc on va diviser du coup cette valeur-là, mais par 12, puisqu'en fait il y avait deux batteries en série. Oh mince. 25,682 divisé par 12. Voilà, donc en fait on devrait être à, si toutes les cellules et si les deux batteries sont bien équilibrées, on doit être à 2,14 actuellement. Enfin, quand je l'ai installé à 16h, 17h par là, tout à l'heure. Donc on était à 2,14 par cellule. Donc il manquait encore 0,26 pour arriver à 2,40. Voilà, et puis celle-là que j'ai sortie tout à l'heure qui était à 27,19, c'est-à-dire bon, moins que la charge complète. 27,19, ouais, j'ai pas noté tous les chiffres, mais 27,19. Voilà, elle était à 2,26, mon ancienne. Donc 2,26 pour une batterie, j'ai pas eu de coupure de courant depuis bien longtemps, donc elle aurait dû être pleine celle-là. Donc ça veut dire 14,4 x 2, donc 28,8. Hein. Donc déjà, c'est qu'il y a un petit problème et très probablement, elle n'arrive plus en fait à absorber toute l'énergie qu'on lui envoie et peut-être déjà ça explique l'autotest qui aboutit pas. Donc là, je vais la mesurer. Donc ça, on va dire à 17h, elle était à 27,19. Hein, je l'ai laissé planter sur la table et je suis parti faire d'autres trucs depuis. Voilà, bon bah là déjà, je vais mettre le multimètre ici. Voilà, donc en fait là, la batterie, elle est en train de perdre sa charge. Donc là, elle a perdu 26, 39, 27, un peu moins d'un volt. Là, il est 22h. On va dire qu'il était 17h. Donc si je remets ça sur le tableau pour mieux voir. Bon, non, je vais arrondir, hein, je ne vais pas non plus mettre les virgules. Donc, ancienne. 17h, 27, 19. Et 22h. 22h, je reprends la mesure parce que je n'ai pas retenu. Voilà, 26, 34, non 35, on va dire. Voilà, donc 27, 19, on peut faire un calcul un peu empirique. Hein, donc 27,19 moins 26, 35. Donc j'ai perdu 0,84. 0,84 pour 5 heures. Donc si je redivise 0,84 par 5, en fait je peux calculer d'une manière empirique le taux horaire de décharge de cette batterie. Donc 0,84 je redivise par 5. Voilà, en gros je perds 0,17 par heure. 0,17 par heure perdu. Voilà. Donc c'est l'énergie en fait qu'elle perd en autodécharge. Donc ça veut dire que elle a des problèmes. Hein, donc sans doute de l'électrolyte qui s'est un peu évaporé dedans ou autre. On entend du liquide quand on la secoue. Ce qui est bizarre parce que normalement c'est des batteries au gel. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas voilà. Donc la batterie, bon on va arrondir hein, pour simplifier. Elle perd 0,2 volts par heure quand on la met en stockage. Alors que la nouvelle que j'ai reçue, quand je l'ai mesurée tout à l'heure, on était à 25,68 et elle avait été fabriquée il y a quasiment un an. Donc a priori, le taux d'autodécharge est probablement quasiment nul. Donc celle-là, du coup, 0,02 par heure, ça veut dire qu'en 10 heures, elle perd 2 volts. Et en 20 heures,
4 volts et on peut continuer comme ça et très probablement au bout d'une semaine, il n'y a plus rien dedans, quoi. Même avant la fin de semaine, alors que l'autre, qui était fabriquée en février 2025, elle a encore toute sa charge. Donc ça veut dire que là, il y a bien un problème. Donc on va mesurer rapidement du coup la résistance interne avec le petit testeur de résistance interne. On va voir si ça peut nous indiquer quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc je remets le petit plastique que j'avais mis pour isoler les deux crocos. Hop. Comme tout à l'heure, c'est pas facile. Voilà. Voilà. Bon ben voilà. Donc là on a une très belle information au niveau des milliohms d'usure. Donc je suis quasiment à 10 fois. Enfin bon, encore une fois, je fais vraiment des gros arrondis. Le focus il se fait pas, il faut que je décale. Hop, voilà. C'est un peu mieux. Voilà, c'est mieux. Donc pour rappel, la batterie neuve que j'ai reçue, qui a 1 an de stockage, elle avait 43,46 milliohms, avec un taux d'autodécharge qui a priori était certainement nul. L'ancienne, comme vous pouvez le voir, je vais faire un hold dessus, comme ça je vais pouvoir enlever les crocos et remettre le tableau sur la batterie pour mieux vous montrer en écrivant. Hop. Donc là, on est à 330 milliohms. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que la résistance interne d'une batterie doit être la plus faible possible, parce que c'est elle qui permet, par exemple, de démarrer un démarreur dans une voiture, parce que si la résistance interne est plus grande, par exemple, ou égale à la résistance du démarreur, on a 50% déjà de tension de chute. Hein. Là, on revient un petit peu à ce que j'expliquais dans la vidéo de l'aspirateur, enfin de l'extracteur de fumée avec le pont diviseur. Hein. Donc en fait, vous avez un petit générateur, vous avez sa résistance interne et vous avez la résistance de la charge. Donc la tension qui est ici, normalement, la résistance interne doit être négligeable. Donc normalement, c'est à 12 volts ici, on devrait retrouver 12 volts ici. Et par contre, si on a par exemple, je vais dire des bêtises, mais en exemple, on a 1 ohm ici et puis 1 ohm de résistance interne, et bah du coup on n'a plus que 6 volts ici au niveau de l'objet qu'on alimente, et du coup ça ne marchera pas, quoi. Voilà, donc l'importance d'avoir la résistance interne très très petite et qui est donc proche de 0, et c'est cette donnée là qui montre en fait l'usure d'une batterie, d'où l'intérêt d'avoir ce genre de testeur. C'est pour ça que j'avais fini par en acheter un il y a quelques temps, puisque malheureusement ces multimètres là, bien qu'ils soient extrêmement fonctionnels à tous les niveaux, il n'y a pas cette fonctionnalité là présente à l'intérieur, hein. Tout comme ces multimètres là n'ont pas les fonctionnalités de LCR avec les mesures en dynamique. Donc c'est pour ça que j'ai ma petite pince que je vous ai montré déjà à plusieurs reprises, la pince LCR, qui permet de mesurer notamment le SR des condensateurs, les bobines, etc. avec des milliohms en valeur. Voilà donc pour cette batterie qui est effectivement morte. Alors je ne sais pas comment l'onduleur a fait son autotest, hein, mais en tout cas ici peut-être qu'il a mesuré la chute de tension, et sans doute la rampe de chute était trop rapide et il a estimé qu'à partir de là elle nécessitait d'être changée. Je pense que c'est un truc comme ça qui a dû se passer. Donc je vais en profiter du coup, parce que de toute façon elle est morte, pour décoller les autocollants, et puis on va regarder comment c'est fichu là-dedans. Bon bah voilà, c'était pas compliqué, comme je pensais, c'est bien 2 cellules en série. Et non, il n'y a pas de signe de gonflement, hein. Il n'y a pas de signe de gonflement. Bon, c'est propre, hein, au niveau de la fabrication, je n'ai pas trop grand chose à dire, mais bon, après c'est des batteries constructeurs, donc avec des certificats et tout ça, donc voilà, on prend pas trop de risques à acheter ce genre avec ce genre de source.
Voilà, donc l'avantage là, comme ça, c'est que je peux mesurer les cellules indépendamment. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure, mais j'ai pas voulu parce que elle est quand même neuve et garantie. Donc là, elle fait un peu de gris-gris, mais je me demande, là au niveau du bruit, en fait, elle grésille la nouvelle. Et je me demande si c'est pas en lien avec le fait qu'elle est en charge pour l'instant. Donc je surveillerai demain parce que c'est des charges très lentes hein, au niveau des onduleurs. Donc faut pas les brusquer quand ils sont en recharge d'une batterie neuve. Donc comme ils disent dans la doc, hein, 16 heures. Hop, voilà. Donc là, ah bah, à elle toute seule, elle fait. Alors, ne pas oublier, elles sont en série les deux batteries. Donc les milliohms s'additionnent, hein, c'est logique. Hein. Si on prend l'exemple d'ailleurs, quelque chose d'assez marrant voilà, pour dériver un peu comme j'ai l'habitude dans toutes mes vidéos. Ma vieille petite perceuse Bosch. Hop là. Donc là, j'ai une batterie. Ben, on voit tout de suite la constitution. Hein. C'est une batterie qu'on appelle une 3S. Hop, donc avec 3 cellules lithium 18650, hein, que j'avais pas mal parlé sur une de mes vidéos précédentes avec le PC portable notamment. Et on voit bien qu'il y a 3 batteries en série. Voilà. Mais qui dit série dit résistance interne qui s'additionne. Donc qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait on perd légèrement, enfin un peu de couple en fait avec ces systèmes-là. Et l'Europack qui existe, hein, donc c'est la 6 ampères-heure, la 12 volts 6 ampères-heure. Et en fait, elle est là. Si je reprends ma 18650, on voit en fait à la conception du plastique qu'en fait on en a 3 qui servent de socle là. Et on retrouve en fait les 3 ici. Mais il faut toujours avoir 12 volts. Donc comment on fait? Bah, c'est très simple. On met en fait 2 batteries en parallèle en gros. Donc en fait on a des éléments en série parallèle. Et qu'est-ce que ça fait en plus? Parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Mais effectivement, tout le monde sait d'office qu'entre une 3 et une 6, bah, on a forcément 2 fois plus d'autonomie. Hein, ça paraît logique dans les calculs de base. Bon, ça c'est peut-être même pour une 3, ça c'est une super vieille. Mais comme en plus on est en parallèle au niveau des cellules, et ben en fait on a tous les milliohms qui se divisent par 2 dans celle-là. Donc en fait, on gagne, en plus de l'autonomie, on gagne du couple avec les grosses batteries. Et ça, c'est pas dit beaucoup par beaucoup de reviewers et tout ça, mais c'est tout simplement mathématique. Hein. C'est que les résistances internes se mettent en parallèle. Et quand on a 2 fois moins de résistance interne, et ben en fait, on peut alimenter avec beaucoup plus de pêche le moteur. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse. Donc là, la cellule, je vais l'appeler 1. Je vais la noter directement dessus. 225. Voilà. Et comme on avait un total de 330, ça veut dire qu'il y a une usure asymétrique. Donc je pense que l'autre, logiquement, il devrait faire 110. Alors l'autre... ouais, au pire, je vais les débrancher. De toute façon, il va falloir que je les jette. Donc... ah bah c'est quand même de la bonne cosse hein, qu'ils ont mis. J'allais pas faire de bêtises, c'est bon. Voilà. Bah, je vais garder les modules parce que en fait on peut se refaire des packs, ce que je suis en train de me dire. Là en prenant des Yaosa, parce que comme vous savez sans doute ou vous savez pas, je suis un grand fan des produits japonais. Et Panasonic, Eneloop, Yaosa, ou enfin je sais pas comment ça se dit, mais voilà pour les batteries au plomb, c'est la marque Yaosa que moi j'ai dans ma voiture. C'est une super bonne batterie au plomb. Yuasa, je sais plus. Hop. Ah, et ben non, c'est même que cette batterie-là, en fait, elle est, à mon avis, encore en très bon état, parce que 2 milliohms avec 13 volts, je vais le noter du coup, et je vais la vérifier dans quelques jours, donc je vais peut-être garder cette batterie-là, et puis jeter que l'autre, en fait. 2 milliohms 10, ah bah oui, en fait j'ai oublié, mais il y a les câbles qu'il faut prendre en compte dans les milliohms, et donc en fait l'ensemble des 330, on les retrouve aussi à cause des câbles. Donc je vais mettre 3 milliohms pour arrondir. Et surtout, je vais noter le voltage. Le voltage, je vais plutôt le prendre avec un vrai multimètre.
Donc il est toujours en auto-hold, hein, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, dès qu'il va échantillonner une autre valeur, en fait, il va la verrouiller. Voilà. 13 0 81. Là, je vais vraiment écrire tous les chiffres. Et je vais par exemple la remesurer demain pour voir si elle a chuté ou pas. Mais voilà, donc là il y a bien une dissymétrie dans l'usure des batteries, ce qui est pas forcément normal. Et ce qui montre a priori que les batteries n'ont pas été conçues ensemble, donc sur la même ligne de production, donc ce qui est un peu dommageable hein, quand je vois le prix de ces batteries. Alors, hop. Et j'essaie de choper la référence pour savoir, et la marque surtout. Je pense pas que ça soit des japonaises. Hein. Purée, ça colle bien, mais en même temps, vu que c'est ça qui retient les deux. Voilà. Bon, et ben voilà, donc batterie Vision CP 1270, donc je suppose 12 volts 7 ampères, hein, c'est assez facile du coup leur référence. Made in Vietnam, hein, comme je disais dans la vidéo, enfin dans le bout de début, on n'a pas d'industrie chez nous, donc les batteries au plomb, on n'en fabrique pas. Par contre, eux, ils ont des sacrées industries chez eux, le Vietnam et la Malaisie. Là. Et donc Vision, bah, je connais absolument pas. Et à mon avis, ça doit être une marque qui est donc, on va dire, agréée par APC ou qui fait partie du cercle d'APC. Et du coup, voilà, j'utilise cette marque-là, mais bon, voilà, elle a quand même tenu 5 ans, on va dire 6 si on rajoute l'année de stockage, malheureusement, bah, avant que je la reçoive. Et puis voilà, donc là, on a quelques informations qui sont intéressantes, hein, donc on voit que c'est encore une fois donc une charge à voltage constant, donc c'est très souvent le cas pour les batteries, enfin c'est même tout le temps le cas pour les batteries au plomb. Et là, bon, on a le stand-by au niveau de la tension qui est envoyée ici, et puis on a la charge, la tension de charge ici, et le courant de démarrage de charge, hein. On ne parle pas de démarrage de sortie, mais d'entrée dans la batterie, donc il doit être inférieur à 2,8 parce que toutes les batteries au plomb en fait surchargent toujours plutôt doucement. Voilà, donc 7 ampères heure donc, en série, donc ça reste 7 ampères heure mais sous 24 volts. Donc s'ils mettent qu'il faut 16 heures, hein, donc simple division, hop, on va voir si c'est bon. Donc 7 divisé par 16, voilà, donc c'est actuellement en théorie ce que l'onduleur est en train d'envoyer dans la batterie sous 28 volts 8 normalement. Donc si on fait 28,8 fois 0,4375, c'est les watts qui sont en train d'être distribués pour la recharge de la batterie, 12,6 watts. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas enchaîner, c'est le petit inconvénient, mais il ne faut pas enchaîner des grandes coupures de courant à répétition parce que la batterie n'a pas le temps de se recharger vu que c'est des charges très lentes. Voilà, donc je pense là que j'en ai terminé. Donc c'est une vidéo qui est quand même bah, du coup un peu plus longue que ce que je pensais, mais bon, encore une fois, je profite de tout ce que je fais maintenant au fur et à mesure pour filmer, puis pour le partager avec vous. Et encore merci des petits messages que je reçois, même si j'ai pas beaucoup d'abonnés ni de vues sur mes vidéos, c'est pas grave, moi je le fais pour moi aussi et je le fais par plaisir de partager ce que je fais, mes connaissances et tout ça. Donc voilà. Merci bien à tous. Salut.